Bonjour à tous, donc Armelle Hébert. Je remercie l'ensemble, de l'association Claude Bernard et notamment monsieur Rémi Colère, monsieur Jean Freinet, ainsi que Joël, Roche et Gabriel Fronte pour leur accueil au sein de cet endroit et donc du musée Claude Bernard. Je suis donc, enchantée de pouvoir partager avec vous, et répondre à la demande et à l'invitation, à savoir vous partager, la valence ou le volet environnemental, de ce qui est donc, la dimension, One Health, cette approche d'une seule santé qui était présentée par Jean préalablement et de vous partager comment et combien, le volet environnemental au sens des matrices environnementales eau, air, sol, sont d'un enjeu majeur, sur la mise en œuvre au niveau des territoires de cette approche d'une seule santé. En effet, la protection, de la santé de l'homme passe par celle de l'animal et des interactions avec l'environnement. C'est aussi une invitation à envisager la dimension de la santé au sens de toutes les santé, des organismes vivants. On pourrait considérer effectivement, de les considérer avec tout autant de respect. Alors je vais, partager avec vous ici, heu, quelques chiffres en fait, très simplement de cette approche d'une seule santé que vous voyez interconnectée. Aujourd'hui effectivement, on adresse et on aborde très régulièrement, au niveau, global, la question des pathologies infectieuses, des pathologies à vecteurs, de l'antibiorésistance notamment, heu, également des impacts, de perte de biodiversité, sur l'ensemble du vivant et sur l'ensemble des santé. L'ensemble aussi, vous voyez en haut sur la droite, des pollutions diffuses, qu'elles soient de nature industrielle, qu'elles soient de nature agricole ou qu'elles puissent aussi atteindre par rapport à la chaîne trophique, l'ensemble des chaînes d'alimentation et également des dégradations environnementales qui touchent aussi bien les forêts, les océans et l'ensemble des écosystèmes. Alors, nous allons procéder, dans l'ordre suivant, c'est-à-dire que nous allons déjà partager ou je vais pa vous partager, les évidences qui sont des évidences, scientifiques internationales aujourd'hui, et qui sont constatées de façon, ubiquitaire, sur l'ensemble de la planète. Ensuite, nous aborderons, la question des impacts, des effets combinés, des effets mélanges, des effets sur le génome de l'ensemble du vivant avec la notion aussi d'exposome et de microbiome. Et en troisième partie, nous pourrons aborder de façon plus constructive, cette approche plutôt orientée solution et de vous montrer et de vous partager l'ensemble des dynamiques au niveau international qui sont aujourd'hui des leviers pour la mise en œuvre, de l'approche Une seule santé au niveau territorial, en adressant particulièrement, le cycle de l'eau et toutes les innovations qui permettent de placer le cycle de l'eau comme une sentinelle de cette approche Une seule santé. On abordera de façon plus brève et synthétique la question de la qualité de l'air et des sols et ensuite, on partagera effectivement aussi, l'ensemble des dynamiques de formation et de sensibilisation qui sont aujourd'hui déployées, au niveau, national et territorial. Alors quelques chiffres, au niveau mondial qui sont attribuables à la pollution à la pression des pollutions environnementales. Et quand on parle de pression, on parle aussi bien des impacts durables dans le temps et l'espace, à savoir que la pollution, qu'elle soit de l'eau, de l'air ou du sol, se déplace de façon géographique, puisque, le cycle de l'eau traverse, un certain nombre de territoires et ensuite, pour, rejoindre les océans, repasser en vapeur atmosphérique, sur l'ensemble de la planète et repoursuivre son cycle de l'eau. Et de la même façon sur la qualité sur l'air et les matrices, sol sont également des matrices en mouvement. Et dans l'espace, donc oui, dans le temps, effectivement, sur plusieurs, générations et on en a effectivement la mesure avec notamment l'amiante sur des expositions, préalables, le radon qui est lui, par contre, effectivement plus de nature biologique ou encore les PFAS ou les polluants éternels. En termes de diversité et de biodiversité, on a effectivement aujourd'hui, une connaissance majeure sur, le déclin et le déplacement des espèces, des extinctions des espèces, de cette chute de la diversité biologique. Quand on parle de la biodiversité, on parle bien de l'étendue, de la diversité des organismes, vivants. Et donc, en regard,
sur notamment les enjeux climat, carbone, des subventions qui sont attribuées à des projets de substitution ou de compensation, qui sont, avec le recul, des subventions néfastes puisqu'elles mettent en place des solutions qui ne sont ni durables ni cohérentes. On regarde aussi bien sur le volet de la biodiversité que l'ensemble du vivant, un affaissement des défenses immunitaires et qui ont des impacts effectivement sur l'ensemble de cette diversité biologique. Par ailleurs, en termes de santé humaine aujourd'hui, du point de vue mondial, on a un état de 9 millions de décès prématurés par an sur des problématiques d'eau, d'air et de sol en termes d'exposition. Au-delà de 50 000 nouveaux cas de cancer par jour, rapportés par l'OMS. La pollution de l'atmosphère, la pollution atmosphérique, donc la pollution de la qualité de l'air, est aujourd'hui la première cause de mortalité au monde, et la pollution chimique, comme exprimé précédemment, aujourd'hui induit ce qu'on appelle des cascades de vulnérabilité, à savoir que les maladies chroniques aujourd'hui sont 3 fois plus importantes que les maladies infectieuses, que l'antibiorésistance aujourd'hui constitue aussi un enjeu mondial, et que la déficience du système immunitaire et de l'incidence ou de l'exponentielle des pathologies auto-immunes au niveau mondial conjugue ces problématiques de plus grande vulnérabilité aux pathogènes et une, une évidence scientifique qui se confirme, à savoir la baisse de la réponse vaccinale. C'est-à-dire que la protection vaccinale en tant que telle peut être compromise du fait de l'impact de la pollution chimique sur le génome pendant la phase embryonnaire et notamment des mécanismes génétiques du système immunitaire. Donc, pardon. Aujourd'hui, effectivement, les causes et les impacts environnementaux de l'activité humaine ont des conséquences majeures, avérées, et pour certaines, notamment sur le cycle de l'eau, qui, d'après les Nations Unies, semblent difficilement réversibles. On a une lecture au niveau mondial de la déforestation importée, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne la voit pas sous nos yeux, mais elle vient et elle est déployée dans beaucoup de zones du monde de façon à pouvoir nous amener et nous permettre d'avoir accès à différents produits et services dans les pays de l'hémisphère nord. Cette perte de biodiversité, selon le WWF, le World Wide Fund, donc le Fonds pour la préservation de la vie sauvage, est irréversible, et la perte de la biodiversité côtière en zone d'océan et marine également très très impactée. Ici, vous avez un panorama des services écosystémiques fournis par les milieux, que l'on parle des montagnes et des régions polaires, avec justement toute la partie du refroidissement du cycle de l'air, du cycle de l'eau. Également, tout ce qui va constituer tous les espaces forestiers, avec les services directs et indirects de production de bois pour l'habitat et tous les autres services. L'ensemble des eaux douces continentales qui constituent notamment la première source et ressource pour produire de l'eau potable. Des zones arides qui vont également apporter d'autres types de ressources, hein, notamment certains types de fibres, de bois et autres. Les terres cultivées sur tout ce qui est la production alimentaire, les zones urbaines et les écosystèmes urbains qui vont permettre la transformation, notamment par exemple de la nourriture. Les zones littorales, hein, qui ont également, avec les espaces aquatiques, la production de nourriture du point de vue, on va dire, aquatique, et également les zones marines, avec justement aussi d'autres types de production, on va dire, alimentaire, et toute la tenue également des écosystèmes. Donc le cycle de l'eau de façon plus spécifique que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire on est vraiment sur un cycle permanent depuis la création de cette Terre, depuis l'existence de cette planète, un cycle de l'eau qui est contenu dans cette atmosphère, hein, qui ne s'échappe pas de cette atmosphère, et qui suit ce cycle permanent et qui a vocation première à irriguer
heu, à soutenir cette infrastructure vivante et en parallèle de drainer et d'épurer, l'ensemble des matrices environnementales dont on parle et on parlera encore dans la suite. Et donc ce cycle de l'eau assure ses fonctions et la perturbation du cycle de l'eau va induire le fait qu'il ne va plus assurer correctement ses fonctions, que ce soit, l'irrigation, que ce soit l'épuration, que ce soit le maintien, des organismes vivants, en termes de tenue, on va dire, apportée par la, heu, comment? Je veux dire, constitutive, de tous les organismes, puisque tous les organismes sont constitués entre 70 et 80 d'eau, quels que soient les organismes vivants. On va adresser donc dans cette partie maintenant plutôt de façon spécifique les pollutions chimiques diffuses dans l'environnement, dans l'ensemble des compartiments eau, air, sol et adresser également les définitions. Donc les perturbateurs endocriniens, comme vous le connaissez et comme vous en avez entendu parler, sont des molécules chimiques, qui se retrouvent dans l'environnement et notamment à des très faibles doses, qui sont aujourd'hui, présentes dans l'ensemble, du cycle de l'eau, de la qualité des sols et de l'air et en même temps dans un certain nombre de produits et qu'on retrouve en résidu dans l'alimentation. Ce sont des substances qui interfèrent avec les hormones ou qui sont plutôt des mimétiques des hormones et notamment qui vont mimer les hormones au niveau des récepteurs du système endocrinien, donc les récepteurs hormonaux présents sur toutes les membranes des cellules de l'organisme dès la conception. Ces molécules vont interférer avec ces récepteurs de façon affine, comme des clés dans des serrures et c'est la raison pour laquelle on parle d'effet cocktail, c'est qu'une par une, ces molécules à des très faibles doses n'ont pas cette capacité d'avoir l'affinité sur ces récepteurs, c'est comme une clé qui ne rentre pas dans une serrure, mais elles ont la capacité de se lier et de se conjuguer entre elles pour former des macromolécules qui vont trouver au niveau des récepteurs des cellules, les récepteurs du système, la régulation du système hormonal. Elles vont donc trouver une affinité qui vont leur permettre de pénétrer les cellules et de la même façon d'aller jusqu'au noyau où est protégé l'ADN, le génome, et d'aller jusqu'au noyau en mimant ces hormones dont la fonction est de mettre en œuvre le génome, de traduire de traduire le génome dans l'ensemble des molécules, des fonctions de l'ensemble du corps. Et donc ces perturbateurs endocriniens ont cette capacité d'aller interférer avec le génome et de transactiver ou de transréprimer les gènes, qui va constituer tout au début de la phase embryonnaire, qui est la plus vulnérable à ces pollutions, des modifications profondes, des étapes profondes du développement de l'embryon, qu'on parle d'un embryon humain, animal, végétal, de l'ensemble des organismes vivants. Ces molécules sont retrouvées notamment dans le cycle de l'eau à des concentrations qu'on appelle le nanogramme, donc le 10-9, qui équivaut à 1 grain de sable dans une piscine olympique. Donc aujourd'hui, depuis 15 à 20 ans, on a donc les outils et les capacités analytiques et techniques d'aller mesurer ces très faibles niveaux de concentration et ce sont les niveaux de concentration auxquels on retrouve les organes dans l'organisme vivant et déjà au moment de la phase de la conception et du développement embryonnaire in utero. Les sources d'exposition sont multiples, on retrouve ces molécules dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation et sur l'ensemble des produits qui sont qui sont sur le marché pour un certain nombre de fonctions du quotidien. Donc les premières étapes, ça remonte à plus de 20 ans, effectivement, où on a commencé à observer, les poissons, se féminiser et ces premiers travaux qui remontent à effectivement plus de 20 ans, où on voyait effectivement la transformation des poissons, notamment dans la Tamise en Angleterre et dans d'autres endroits, puisque c'est des Anglais qui ont commencé à travailler sur ces sujets, ont permis effectivement d'aller regarder, d'observer et comme vous le voyez sur cette, diapo, à droite, on observait, totalement à droite, les effets en population et les toxicologues, on appelle plutôt l'écotoxicologie, c'est-à-dire la toxicologie de l'écologie environnementale et des écosystèmes, ont permis d'aller observer ces mécanismes, et de remonter le plus en amont possible dans la survenue, l'occurrence et la mise en œuvre de ces organismes. Donc passer d'une observation en population, là c'est des populations on va dire de poissons, jusqu'à l'organisme, le poisson lui-même, l'organe, le tissu, le cellulaire, l'organelle, c'est-à-dire des petites
structures à l'intérieur des cellules, comme par exemple les mitochondries ou d'autres, et d'aller jusqu'au niveau moléculaire et notamment l'ADN. Et donc en fait, l'ensemble de ces travaux en toxicologie ont permis de lier de façon cohérente et confirmée un mécanisme moléculaire précoce, perturbé, et l'ensemble des cascades en termes de continuum de toxicité qui amènent effectivement à l'observation de ce qu'on voit en population, qu'on parle d'une population de poissons ou une population d'humains avec par exemple des cancers colorectaux dont on associe à des produits de chloration, notamment dans l'eau, qui a justifié la réglementation du chloroforme et d'autres molécules depuis 1978 aux États-Unis et dans les années 98 en Europe. Donc ensuite, effectivement, depuis 2010 notamment, un travail colossal a été engagé par les toxicologues de la santé humaine et qui a permis de mieux comprendre l'ensemble de ces pathologies, notamment les cancers dont on a pensé pendant un certain temps qu'on avait donc un potentiel héréditaire. Et de nombreuses études épidémiologiques ont permis de mesurer et d'assurer qu'un certain nombre de ces pathologies n'avaient pas d'antécédents héréditaires, et donc c'est bien la phase embryonnaire et l'exposition pendant la phase embryonnaire qui a permis de comprendre les effets de perturbation du système endocrinien hormonal par ces molécules à faible dose en effet mélange qui sont en capacité d'aller jusqu'à l'ADN et de perturber l'ADN, et donc de mesurer combien ce sont les fenêtres d'exposition, ça veut dire à quel moment l'organisme est le plus vulnérable, et donc en l'occurrence l'embryogénèse, que les effets cocktails, ce qu'on appelle les effets synergiques amplifiés de ces molécules, et que quand on parle des mécanismes agonistes, antagonistes, c'est qu'en fait elles peuvent avoir des activités ou des actions dans un sens positif ou négatif, donc amplifier ou réduire par rapport à une fonction biologique normale, ça veut dire suractiver ou sous-activer, et que également on a une réduction majeure entre le moment de l'exposition et la survenue de l'effet, et enfin, de façon peut-être encore plus majeure, aujourd'hui une évidence sur le fait que l'empreinte chimique va traverser 4 à 5 générations à travers le génome et notamment les cellules germinales qui passent d'une génération à l'autre. On a également, plus récemment, une mise en évidence aujourd'hui de la dérégulation du système immunitaire, et donc l'exposition à des faibles doses à ces molécules contribue aujourd'hui de façon évidente au niveau mondial aux épidémies que l'on observe, qui sont des pathologies chroniques, incluant les maladies auto-immunes et les pathologies de déficience immunitaire. Les polluants éternels, qu'on appelle aujourd'hui les PFAS, sont des molécules des substances qu'on appelle perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées. C'est une classe chimique complexe de plusieurs milliers de composés de perfluorés, des produits de synthèse qui sont détectés dans l'environnement, et comme vous le voyez, une carte avec des occurrences et des détections au niveau européen. Des molécules qui ont une stabilité thermique et chimique qui est très importante, ils sont conçus pour être résistants et persistants. Et les propriétés de ces molécules sont tout à fait particulières parce qu'elles sont solubles dans l'eau et les graisses, donc elles se transmettent et elles se déplacent. Elles sont ignifuges, donc elles résistent effectivement à la température, et elles permettent effectivement aux matériaux de ne pas brûler. On les retrouve dans les anti-taches, les anti-adhésifs, les émulsifiants, les imperméabilisants, et elles sont exploitées quasiment tous les pays du monde depuis les années 1940. On a donc déjà à peu près 10 000 substances identifiées qui partent ces caractéristiques de fluoroalkylés. Aujourd'hui, en termes de diversité dans lesquelles on peut retrouver ces produits, on les retrouve dans les dispositifs médicaux, les produits de transport, les produits de stockage de l'énergie comme des batteries, pompes à chaleur, tout ce qui est emballage alimentaire, tout ce qui va être vernis et peinture, les cosmétiques, les textiles, les ustensiles de cuisine, les pesticides et les mousses anti-incendie notamment,
Et également aujourd'hui, donc je ne reviens pas en détail sur ce que je viens de dire, mais les différentes voies d'exposition et les différents types d'organes impactés par ces molécules. Quand on parle justement aujourd'hui de l'exposome, c'est parce que du point de vue international et des acteurs de santé et de l'ensemble des professionnels de santé, observant que l'ensemble des fonctions biologiques du corps sont impactées par ces pollutions faible dose qui sont absolument non réglementées, quels que soient les cadres réglementaires et les univers réglementaires, euh, et la connaissance et la compréhension beaucoup plus fine de l'impact de l'exposition dès les phases précoces du développement et tout au long de la vie. Donc l'exposome aujourd'hui est un sujet de recherche international. De nombreux, on va dire, programmes de recherche et de programmes, c'est-à-dire de programmes qui incluent des projets européens et à l'international aujourd'hui, sont centrés sur l'exposome, qui est un concept qui englobe la totalité des expositions à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire non génétiques, que subit un organisme humain depuis sa conception jusqu'à la fin de sa vie, en passant par le développement in utero, notamment en complétant l'effet du génome. La notion d'exposome a été donc engagée il y a à peu près une vingtaine d'années, et l'exposome se décompose en plusieurs composantes externes, internes, facteurs sociaux, facteurs économiques, facteurs alimentaires, chimiques et également émotionnels, psychiques. Et donc l'exposome se concentre effectivement en partie en ce moment aussi sur l'exposition aux agents chimiques dont on a aujourd'hui une compréhension beaucoup plus fine et aussi une capacité d'intervention. L'exposome donc cartographie les expositions d'une vie, comme je vous l'expliquais, les facteurs physiques, les facteurs psychosociaux, les facteurs comportementaux, notamment individuels, les facteurs biologiques, infectieux, les facteurs chimiques, et comme je vous le disais, comme vous pouvez le voir effectivement à droite, un certain nombre de programmes et de projets au niveau français, au niveau de l'INSERM, au niveau de l'Europe et au niveau international sont engagés sur ces sujets. Alors, dans cette partie, je vais faire un focus particulier sur ce qu'on appelle les solutions environnementales, c'est-à-dire qu'après les constats qui sont, je l'accorde, relativement anxiogènes sur ces multi-expositions, je vais vous présenter le travail qui a été porté au sein d'un groupe de travail international au sein de la fondation Une Seule Santé, qui a été présenté, qui sera présenté encore plus en détail par Benoît Mirébel juste après cette séquence. Et l'objectif, effectivement, était de consolider et de ne pas faire un travail de recherche, ce n'était pas l'objectif, c'est un travail, la Fondation est avant tout un organe de plaidoyer, et donc de consolider les évidences scientifiques internationales de façon à pouvoir identifier et promouvoir la mise en œuvre de solutions intégratives, combinées et intégrées, et de façon à accompagner les acteurs de la décision, notamment sur les territoires, à mettre en œuvre des actions de cohérence pour préserver cette approche d'une seule santé. Donc on va faire un point précis, en tout cas plus important sur l'eau. On passera de façon relativement synthétique sur l'air et les sols, mais c'est effectivement un choix par rapport au temps imparti. Donc cette phase suivante de la présentation va nous permettre d'identifier quels sont les leviers de mise en œuvre aujourd'hui sur cette approche One Health du point de vue des compartiments environnementaux. Ce que je vous présente ici, c'est effectivement une vision à travers laquelle nous avons engagé et structuré notre travail. C'est un groupe de travail d'une vingtaine de membres au niveau international. On a des membres de tous les, enfin quasiment de chaque continent, avec des profils très différents. Médecins, professeurs en immunologie, en virologie, des pointures en chimie, en toxicologie, en traitement de l'eau, en cycle de l'eau, des médecins qui sont aussi à l'OMS, notamment à Dakar, d'autres personnes qui travaillent dans d'autres zones, notamment en Asie, sur ces sujets. Des experts de la qualité de l'air également à l'OMS ou au Programme des Nations Unies Environnement, des structures qui travaillent sur la pollution atmosphérique au niveau international également, et notamment en Asie.
Donc en fait, cette démarche qu'on appelle, un cadre international qui est utilisé et qui met en regard, des différentes, problématiques sur les compartiments eau, air, sol, une approche, on va dire, séquentielle, qui adresse quelles sont les pressions, induites par l'activité humaine, qu'on appelle les pressions anthropiques, sur les milieux eau, air, sol. Quelles sont aujourd'hui, sous ces pressions chimiques ou environnementales, les états des milieux, quel est l'état des milieux eau, air, sol du point de vue de la pression des agents, on va dire, radioactifs, radiologiques, biologiques et chimiques. Quels sont en regard les impacts sur la santé de l'homme, de l'animal, de la biodiversité, des écosystèmes, l'impact sur le climat et aussi le climat étant lui aussi en, en capacité d'amplifier l'ensemble de ces impacts. Et enfin, les réponses. Quelles sont les réponses aujourd'hui qui sont possibles d'être apportées ou déjà engagées en termes de plaidoyer, de politique publique, de politique ou de recommandations économiques, de réglementation et de bonnes pratiques. Donc, adressons-nous aujourd'hui là, enfin, mettons le focus sur le cycle de l'eau, qui est aujourd'hui considéré comme un enjeu majeur et replacer le cycle de l'eau au cœur de l'adaptation au niveau des territoires, que ce soit sur les sujets une seule santé, sur les sujets de protection de la ressource en eau, de problématiques climatiques, de protection de la biodiversité et de l'inclusivité. Et aujourd'hui, l'ensemble des travaux qui ont été portés depuis 15 à 20 ans au niveau international, sur les sujets que je vais vous préciser juste après, permet de placer le cycle de l'eau comme une sentinelle et un nexus, c'est-à-dire un point central de la mise en œuvre de cette approche une seule santé. Donc on va aborder l'avancée des connaissances, les recommandations, la prise en compte des contaminations au niveau chimique, microbiologique et antibiorésistance. Donc comme vous le voyez, le cycle de l'eau embrasse les territoires et comme on appelle les bassins versants, c'est-à-dire un bassin hydrographique qui est le bassin au sein duquel va s'inscrire la dynamique de fluidité de l'eau, qu'on parle de l'eau de pluie qui va rentrer dans les ruisseaux, les rivières, traverser les nappes phréatiques, traverser les territoires urbains, agricoles, industriels. Et donc le cycle de l'eau va drainer toutes ces matrices environnementales de sol et d'air, et donc venir, on va dire, faire se déplacer l'ensemble des pollutions environnementales. Et de la même façon, ce cycle de l'eau, à travers la pluie, à travers les vapeurs atmosphériques, va également drainer la qualité de l'air et l'ensemble des infrastructures, qu'on parle industrielles, agricoles, urbaines ou rurales. Donc le cycle de l'eau est véritablement, on va dire, comme le dit Victor Hugo, la conscience d'un territoire, c'est-à-dire que dans le cycle de l'eau, on peut détecter toute la vie, toute l'activité et toutes les dynamiques d'un territoire. L'ensemble des innovations aujourd'hui placées sur le cycle de l'eau vont nous permettre et nous permettent de changer de paradigme, c'est-à-dire d'observer, de passer de l'observation des pathologies avérées irréversibles, notamment chroniques, à un diagnostic précoce de façon à pouvoir mieux protéger et mieux traiter l'eau notamment et réduire les expositions à ces pollutions. Donc ici, c'est une synthèse d'un projet européen de 5 ans qui a eu lieu entre 2013 et 2018, au sein duquel j'ai eu la chance de pouvoir contribuer et de participer avec des équipes extraordinaires. On était 33 partenaires. Et donc on a travaillé sur 3 grands bassins versants, le Danube avec plutôt une pollution agricole, comme vous pouvez le voir, le Rhin avec plutôt une pollution d'ordre industriel, chimique, et le bassin ibérien plutôt sur une problématique de stress hydrique-climat, avec une réduction des débits d'eau, donc de l'oxygène, donc ce qu'on appelle l'eutrophisation qui va permettre et induire le développement des algues vertes et des toxines algales. La demande de l'Europe sur ce projet était de l'accompagner pour d'élaborer des solutions pour aller vers une stratégie pour un environnement aquatique non toxique. Donc la première étape a été de travailler sur diagnostiquer l'ensemble des polluants chimiques sur ces bassins versants
leur émission et leur dispersion dans ces grands fleuves que sont le Danube, le Rhin et le bassin ibérien, de catégoriser et caractériser justement ces pollutions, et notamment les pollutions avec les usages de produits chimiques actuels et futurs, dont on a connaissance déjà, une démarche, on va dire, de diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire quelles sont les molécules qu'on retrouve, quels sont les mélanges prioritaires, quels sont les profils toxiques associés à ces mélanges de pollution chimique, puisque aujourd'hui en toxicologie, on peut identifier quels sont les profils toxiques induits par ces mélanges de polluants. Des scénarios de type prospectif, donc modéliser ces profils toxiques sur les territoires, et de diagnostiquer et de modéliser en fait cette distribution de la pollution jusque dans les ruisseaux, les rivières et les fleuves, qui sont la ressource en eau, et d'apporter justement, de faire une aide à la décision de façon à pouvoir faire évoluer les filières de traitement au niveau territorial, de façon à réduire ces pollutions et réduire la charge chimique et pollution microbiologique sur le cycle de l'eau. De façon également à appuyer et à soutenir la révision et la refonte des directives eau, que ce soit les eaux usées, la recharge de nappes, les eaux potables et les usages en agriculture, et également de renforcer les filières de traitement, les stratégies d'engagement territorial et de pouvoir promouvoir des pratiques territoriales sur ces sujets. Donc, on a abordé jusque précédemment le volet chimique de la pollution environnementale. Dans cette deuxième partie, on va adresser et regarder plus en détail ce qu'on appelle la pollution microbiologique de l'eau. Et voilà, la crise du Covid a été un accélérateur de changement, notamment pour le développement des outils de détection précoce du virus du Covid dans les eaux usées, diagnostic qui permet de détecter ce virus 3 à 4 semaines avant la survenue des symptômes, ce qui a été développé au niveau international de façon harmonisée pendant la période de Covid, et qui, dans la continuité, a permis de développer les mêmes types d'outils de détection des génomes, des micro-organismes, des pathogènes, dans le cycle de l'eau, qu'on parle de la variole, de l'influenza, virus de la grippe, tous les virus, en fait, toutes les bactéries et tous les parasites aujourd'hui sont détectables, et notamment dans les eaux usées ou dans l'ensemble du cycle de l'eau. Et Victor Hugo, en 1862, dans le Léviathan, Les Misérables, précisait déjà que les eaux usées sont la conscience de la cité, tout s'y rencontre et tout s'y affronte, tout s'y confronte, et en ce lieu livide, il y a des ombres, mais il n'y a plus de secrets. Alors, pour le synthétiser, avec le regard des outils qui sont aujourd'hui à disposition des acteurs, on va dire, de la santé, et notamment des acteurs de l'eau, des professionnels du cycle de l'eau, et tous les outils diagnostiques qui ont été développés, notamment pour être déployés sur le cycle de l'eau, c'est qu'aujourd'hui, le cycle de l'eau est un indicateur de la santé publique et une sentinelle au sens une seule santé. On peut détecter dans le cycle de l'eau, on va dire, tous les produits alimentaires, c'est-à-dire le bol alimentaire, en fait, enfin, ce qui est consommé par une population sur un territoire. On peut suivre les drogues illicites, on peut suivre les comportements individuels, alcool, tabagisme et autres. On peut suivre les profils des médicaments qui sont utilisés, prescrits, notamment pour les pathologies chroniques ou les pathologies infectieuses, puisque à travers les selles et les urines, l'ensemble de ces molécules sont retrouvées dans le cycle de l'eau. Ils sont bien entendu traités pour une partie par les stations de traitement des eaux usées, mais ces stations de traitement ne sont pas en capacité d'éliminer la totalité de ces molécules et de leur faible dose. On peut également effectivement suivre avec précision l'usage et les prescriptions des médicaments, on va dire, sur des phases saisonnières, dans des périodes d'épidémie de grippe ou autres. On peut suivre les gènes des bactéries ou des micro-organismes qu'on appelle les gènes de l'antibiorésistance, l'ensemble des pathogènes, comme je vous le disais, donc suite au Covid, et également l'exposition aux pollutions chimiques, comme on l'a vu précédemment.
Si on adresse l'antibiorésistance, je vais passer de façon un peu plus rapide, mais aujourd'hui, on est en capacité de détecter les gènes de la résistance, non seulement aux antibiotiques, mais on parle aussi des biocides, c'est-à-dire tous les désinfectants utilisés dans l'univers qu'on peut connaître, du milieu hospitalier à la production de l'agroalimentaire, jusqu'à l'usage de la désinfection de l'eau, hein. Les châteaux d'eau sont là pour rechlorer l'eau et éviter le risque des bactéries. Et pour autant, ça nécessite d'avoir un chlore résiduel dans l'eau jusqu'au robinet pour éviter les infections de type gastro, entérite et autres bactéries dans l'eau. Donc aujourd'hui, on a cette capacité de détecter des gènes de résistance dans les pathogènes. Donc c'est les pathogènes qui développent ces capacités de résistance. Et donc ces génomes sont détectables dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la production animale, de la production d'aquaculture, on va dire des systèmes de santé, de l'ensemble du cycle de l'eau, excusez-moi. Et donc c'est effectivement aujourd'hui des outils qui sont déployés au niveau international, pas que français. Et j'arrive là effectivement sur un point qui m'est très cher, c'est-à-dire que on a travaillé dans le groupe de travail, dans ce groupe de travail, et en ayant pris à tâche avec l'ensemble des acteurs qui ont travaillé sur ces questions du cycle de l'eau, à un projet qu'on appelle projet de preuve de concept, c'est-à-dire en capacité d'être déployé et qui est aujourd'hui déployé déjà, et intégrant les 4 parties qui sont la première partie à gauche sur une première phase de 6 mois, 1 an, qui est de sensibiliser au niveau des territoires l'ensemble des parties prenantes dans une démarche de territoire apprenant et de leur préciser l'ensemble de ces enjeux que je viens de vous présenter, et notamment aussi des opportunités, c'est-à-dire des avancées de la science et des avancées techniques de diagnostic. Ensuite, de passer sur une étape de diagnostic, on va dire sur des études pilotes, soit sur une ville, sur un territoire, sur un bassin versant, sur un cycle de l'eau, et d'appliquer l'ensemble de ces outils diagnostiques et d'apporter sur cette base des outils d'aide à la décision de façon à faire évoluer les filières de traitement et de façon à réduire ces pollutions environnementales en termes d'impact. Et enfin, la partie de l'implémentation, de la mise en œuvre, c'est-à-dire de renforcer les capacités de laboratoire, de renforcer effectivement la connaissance et le suivi des filières de traitement, et de permettre aussi de renforcer la mise en œuvre des politiques publiques locales. Alors la pollution de l'air, je passerai de façon assez rapide, c'est une problématique également qui est majeure, parce qu'aujourd'hui la pollution atmosphérique est la première cause de mortalité et de morbidité au monde, et elle impacte aussi bien le vivant au sens humain que la santé animale, que la santé végétale, que l'état des forêts, ou l'état également de la production alimentaire, notamment les céréales. Elle a un impact aussi sur les générations futures. Donc aujourd'hui, il y a une initiative qui remonte à plus de 10-15 ans, qui est portée par, vous le voyez en haut, Climate and Clean Air Coalition, donc une coalition portée par l'OMS et le département environnement des Nations Unies, qui est déjà déployée dans 3000 villes dans le monde et qui a comme mandat de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes des territoires, de tous les secteurs que vous voyez là présentement, c'est-à-dire les infrastructures, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la finance, les systèmes de santé, quels qu'ils soient, sont tous potentiellement contributeurs de l'impact. Alors, pour le faire très très court, ont été identifiés différents types de marqueurs qu'on appelle proxy, qui sont des indicateurs de suivi de la pollution atmosphérique, donc les particules fines, qu'on appelle les particules de carbone, le méthane, l'ozone et les produits fluorocarbonés, qui sont émis par l'ensemble de ces activités humaines et qui ont des impacts en termes de jours, enfin, déjà, au-delà des impacts, ils ont une durée de vie dans l'atmosphère qui se définit en jours, en années, en semaines ou en plusieurs années. Et l'ensemble de ces molécules, de ces polluants atmosphériques, ont des impacts sur la santé humaine, la sécurité alimentaire, l'atmosphère, la fonte des glaciers et bien entendu l'augmentation de la température de l'atmosphère.
Alors effectivement, c'est une approche très synthétique de la présentation, mais c'est pour vous dire combien et comment ces démarches sont déjà déployées au niveau international. Elles partent d'une première approche qui est cartographier la situation, les politiques publiques, les processus décisionnels et les impacts environnementaux et sanitaires. Ensuite, de proposer des outils d'évaluation de ces expositions, de faire le coût associé, d'évaluer, d'élaborer et de tester des scénarios alternatifs en termes de coûts et de bénéfices. Ensuite, en point 4, de renforcer les capacités des experts locaux pour mettre en œuvre ces scénarios d'aménagement du territoire, de, en parallèle, communiquer, sensibiliser, mobiliser les parties prenantes et les populations, et de suivre les résultats, et enfin d'adapter les politiques publiques locales et territoriales. Une approche identique est engagée au niveau des sols par un certain nombre de parties prenantes, la FAO, donc les organisations internationales onusiennes sur tout ce qui va être alimentaire et agriculture, les fonds de développement pour l'agriculture, en France l'ADEME ou l'INRAE par exemple, sont des acteurs clés de l'engagement et des solutions apportées pour restaurer et préserver l'intégrité des sols qui sont également une part importante de ce qu'on appelle le microbiome, c'est-à-dire l'écosystème des micro-organismes qui assurent le vivant des sols et qui est également une part majeure du pilier de sa santé globale. Comme vous avez pu le constater, effectivement, aujourd'hui, les territoires sont les garants et les gardiens de la santé des communautés locales, qu'on parle des écosystèmes, de l'humain, du végétal, de l'animal, et des solutions environnementales qui ont été présentées dans cette présentation, on va dire, assez synthétique, la plus accessible possible, je l'espère. Donc les compartiments environnementaux sont des leviers incontournables de mise en œuvre de cette approche Une seule santé et répondent de façon très importante et majeure aux défis climatiques, aux défis de protection de la biodiversité, d'inclusivité et bien entendu de santé de l'ensemble de ces organismes vivants au sens One Health. Je vais passer de façon très rapide, mais pour les personnes qui sont intéressées, le dernier rapport de l'IPBES, qui est l'organisme mondial sur la biodiversité, hein, où tout le monde suit les COP biodiversité, en tout cas un rapport relativement récent, un travail assez colossal, a replacé la santé du vivant comme étant au cœur de ces problématiques climat, eau, alimentaire et biodiversité. Donc c'est un travail très important et très intéressant qui a comme mandat aussi d'apporter des solutions totalement concrètes, déployables, intégrées. Et ce que je vous présente là aussi, c'est que un certain nombre de personnes investies de façon très importante au sein de cette fondation. Aujourd'hui, voilà, on est en train de monter des offres de formation à destination des collectivités territoriales et des entreprises, plutôt TPE, PME, avec donc une offre de formation et des modules spécifiques sur l'eau, l'air et les sols, à destination notamment des territoires. Merci pour votre attention, merci pour votre compréhension et par les différents réseaux en disponibilité pour répondre à vos questions. Merci. La verticalité, elle est nécessaire en science, elle est nécessaire, il faut des spécialistes, mais ça pose la question du lien, et notamment le vivant, puisque la science nous dit bien, et de plus en plus, partant de l'historique, tout ce qui s'affirme, tout ce qui se voit, le microbiome, tout ce qui est en interaction de la terre à l'intestin, etc. Donc, on a eu des discussions informelles, ça nous occupait bien. Et à la sortie de ces discussions en 2020, Jean-Pierre Clavrane, qui est le président de la Fondation Bouloukian à Lyon, un économiste de la santé, me dit c'est quand même dommage, toutes ces discussions, comme vous pouvez avoir les uns les autres, en famille, avec des amis, on refait le monde, on refait la politique, et si on fait comme ci ou comme ça, ben, il a souhaité il m'a invité à formaliser ça. Alors, pour formaliser ces discussions informelles, il fallait un forum, et il fallait structurer des groupes de travail internationaux. Et donc, il fallait un outil. Et plutôt qu'une association, il m'a invité à ce que nous fassions une fondation, d'où ce nom de cette fondation Une santé durable pour tous, qui a été abritée donc à Lyon
à la Fondation pendant 3 ans, d'où elle a émergé, avant de rejoindre l'Institut Pasteur l'an dernier. Voilà. Et on verra la suite. Et donc, vous comprenez que nous sommes donc passés de l'informel à une formalisation avec des groupes de travail internationaux. C'est ce forum One Sustainable Health. Alors, si le One Health est très ancien, le Sustainable, ça a voulu faire le lien avec les objectifs du développement durable, avec aussi le domaine du climat, de la biodiversité. Une des réalités, c'est que, par exemple, quand j'en ai dans les COP, vous avez tous entendu parler de la COP qui était au Brésil, sur le climat, biodiversité. Quand j'allais dans les COP il y a 15 ans, on ne parlait pas de santé humaine. Aujourd'hui, c'est le cas. Parce que, voilà. Et ça passe par des actions, par des discussions, par un travail de fond qui amène après des pratiques. Alors, donc, c'est ici. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Vous voyez, on essaye de faire le lien entre ces familles de professionnels, symboliquement santé humaine animale, comme le montrait et avec l'environnement, et puis la planète qui brûle un peu, pour pouvoir discuter, parce que nous sommes finalement dans un même corps vivant sur cette planète. Alors, on a, dans ce forum, Armelle a fait un focus sur un des groupes de travail international. Il y en a d'autres, il y en a 10, et il y a à peu près de 150 organisations, et on n'arrive pas à répondre, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles dans l'équipe. Moi-même, je suis bénévole, hein, je précise, voilà, et on a beaucoup d'experts. Et puis, alors, on a des organisations qui nous ont rejoints. Alors, il y a des logos que vous connaissez, et ça grandit. Et la valeur du forum, c'est quoi? C'est quand vous avez des gens qui parlent librement dans un groupe de travail. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour refléter leur entreprise, leur association, leur ministère, leur agence onusienne, mais ils sont là pour discuter de leurs connaissances. Donc, c'est ce que Rémi connaît, c'est ce que Jean connaît, Armel, vous voyez, c'est ça. Par contre, une fois qu'ils sont d'accord entre eux, comment est-ce qu'on donne de la valeur? On a besoin des organisations. Et c'est ce qu'on appelle, c'est que les organisations, après, vont endosser. C'est ça la mécanique. Donc, le forum, c'est une balance entre les discussions libres et des organisations qui viennent dire, OK, on met les logos. Donc, on a fait une première publication en 2023. On en a fait une plus récente, parce qu'on a eu un forum à Lyon début novembre. Là, voilà, j'en parlais. Mais vous voyez, il faut aussi formaliser à chaque fois, mais faire la part des choses. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes tous dans des organisations. Quand vous êtes autour d'une table et que vous représentez une organisation, ce n'est pas la même chose que si vous faites le pas de côté et que vous parlez de façon informelle avec d'autres. Et c'est ça qu'on a voulu construire, parce qu'on est dans des espaces de discussion qui nous intéressent. On ne va pas prendre la place de tous ceux qui doivent mettre en œuvre. Par contre, quand c'est formalisé et que c'est approuvé par des organisations, elles-mêmes, avec leur grande capacité, mettent en œuvre des politiques. Vous voyez. Et ça nous a amené petit à petit, parce que on a été, au départ, on est parti avec des soutiens de fondations, et Fondation de France, Fondation Mérieux, Fondation Veolia et d'autres. Et puis l'Agence française de développement nous a rejoint en 2023 en disant il faudrait faire un événement. C'est vrai que c'était un peu caché. Vous-même, des amis en entendaient parler, mais en disant mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Donc on a fait un forum au Musée des Confluences à Lyon en juillet 2023. Et on a commencé d'ailleurs par, je dis ça pour l'anecdote, mais on a commencé par des artistes, parce qu'on est au musée et une personne avait dit mais la santé mentale, c'est aussi important. On dit oui, oui. Et donc il y a eu un concours d'artistes pour illustrer les thèmes scientifiques. Alors ça a surpris certains académiques de voir sur scène des danseurs, etc. Mais on a fait la transition avec une intervention de Mélanie de Art for Science, puisqu'aujourd'hui, l'imagerie dans le cerveau montre que les gens qui, après les opérations du cerveau, regardent des œuvres d'art, enfin des tableaux, les synapses vont beaucoup plus vite que ceux qui ne le font pas. Voilà. Enfin, vous verrez à Art for Science, vous voyez. Donc, on a voulu aussi faire ce clin d'œil avec, quelque part, ce qui est du domaine de la santé d'une façon large. Et on a bien vu l'effet de la pandémie, et comme aujourd'hui l'effet aussi de ce qui est un peu toxique dans les informations, ce qui est négatif qui circule et qui joue sur le mental, et le mental joue aussi sur la santé, hein, quelque part, comme on le sait. Voilà. Alors, donc, on a fait, après ce forum, une autre session annuelle à Dakar, parce qu'on a été invité à le faire là-bas. Et on nous a dit, Awa Marie Coll Seck, qui était la ministre d'État du Sénégal en clôture du premier forum à Lyon, nous dit, eh ben, l'année prochaine, venez à Dakar, mais ça ne sera pas OSH for All, qui était notre cible de départ, mais OSH by All. Vous voyez, on a souvent eu tendance à vouloir imposer nos vues, etc. Et ce n'est pas l'état d'esprit du forum, on essaye. Et c'est ce qu'on a fait.
Je dis ça parce que la France n'est pas la bienvenue dans certains pays d'Afrique aujourd'hui. Et il y a aussi toute la question de comment on fait pour garder des liens, et quelque part, on s'est tous retrouvés au moment de la pandémie à égalité face à ce Covid-19, dans des proportions variables, mais tous les continents ont été frappés. Et c'est parti de là, en fait, avec une certaine humilité, de dire comment est-ce que dans les contextes qui sont différents d'un pays à l'autre, mais qui font que le climat, notre santé, enfin tout ça, on partage des leçons. Alors, de fil en aiguille, effectivement, on avait reçu en 2023, à la suite de la première publication, un courrier du chef de cabinet de Macron, que j'ai gardé, de l'Élysée, en nous disant le chef de l'État voit ce que vous faites, c'est important, vous avez ses encouragements, etc. Et veuillez prendre contact avec Ambeline Gras, la conseillère de l'Élysée. Alors, le courrier, il a mis 4 mois à arriver parce qu'il est arrivé chez Bouloukian et on avait bougé, on était chez Mérieux, chez Pasteur. Enfin bref, mais du coup, on a pris le contact et là, on nous a dit que le chef de l'État accordait de l'importance à ça et que donc, voilà, ça amène, comme ça a été dit par Rémi, ce sommet One Health. Alors, je précise que nous ne sommes pas, nous, en charge de ce sommet One Health. Hein. Il y a un diplomate, Anthony Chomouzo, qui a été nommé. C'est un diplomate du Quai d'Orsay. Et c'est intéressant parce qu'avant qu'il soit nommé en septembre, il y a eu des premières réunions à l'Élysée avec la conseillère Ambeline Gras à l'époque. Et donc, j'étais le seul extérieur et il y avait des réunions avec 7 ministères. Et il y avait des silences comme celui-ci. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, One Health, que l'Élysée nous demande, etc. Et puis, les ministères ont déjà beaucoup d'engagements. Alors, c'était pas simple et ça fait son chemin. Donc, on verra effectivement ce qui va se passer. Donc, il y a un peu de retard d'ailleurs dans la communication, on en parlait au déjeuner, puisque normalement la communication devait être le 7 mars et on est tenu sous embargo, mais bon, ça va se passer bien sûr à Lyon, on ne doit pas communiquer sur Lyon, on ne doit pas communiquer sur les programmes. Bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un festival One Health avec des événements, il y a à peu près 150 événements accrédités. Il y a 7 conférences officielles parallèles au sommet présidentiel qui sera le 7 avril après-midi. Il y a une quinzaine de chefs d'État qui ont confirmé leur venue. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un éclairage présidentiel à Lyon sur ce thème. Et qu'il y aura des engagements. Voilà, il y aura des engagements, à peu près une vingtaine de grands engagements, on verra. Et le lendemain, nous, le Forum OSH, on fait la deuxième édition de la fabrique OSH. Parce qu'une fois qu'on a de la concertation, qu'on a des recommandations, il faut pouvoir mettre en œuvre. Et donc, dans le forum, il est ressorti par les membres ce besoin de co-construire des projets innovants. Voilà. Et donc, ça sera la deuxième édition. Et on a, je crois, à peu près 80 projets qui sont venus. C'est en cours. Et ça, par contre, on le maîtrise bien. Hein. On est en charge pour le sommet du 7 avril de la partie société civile, officiellement en lien avec le gouvernement. Puis ça, par contre, on le maîtrise. Et il y a du public, du privé, différents partenaires. Donc, vous voyez que on peut, en résumé, partant de toutes ces connaissances, et on sait l'historique à Lyon de tout ça, Jean nous le raconte dans certains ouvrages, on sait les acteurs à Lyon, hein, à commencer par Mérieux et d'autres qui sont très actifs historiquement, et effectivement, il a surgi cette dynamique depuis Lyon. Voilà, on est un Pasteur maintenant, mais on a des bureaux chez Handicap International. Une partie de l'équipe est lyonnaise encore, une autre parisienne, et moi je navigue entre les deux chaque semaine. Et bien sûr, alors ça, Armel ou Lauriane qui suivent ça, les normes AFNOR évoluent. Enfin, ce qui touche le vivant et qu'on vous a expliqué progresse aussi dans la société, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Et nous le faisons bien sûr avec les personnes qui s'engagent et aussi les soutiens. Alors vous voyez principalement les soutiens stratégiques, c'est des fondations et les partenaires associés qui nous amènent aussi des moyens au fil du temps. Voilà en gros cette contribution qui vient de la société avec des acteurs qui parlent de la science, société et avec un esprit de solidarité parce que les virus n'ont pas de frontières, voilà, et on a besoin de ces connexions et aussi au niveau socialement d'accompagner. On a vu par exemple que les directives européennes du Green Deal n'ont pas été accompagnées au niveau des agriculteurs, et vous avez vu il y a 2 ans les grèves d'agriculteurs à travers. Voilà. Donc à des moments, quand on donne des normes mais qu'on n'accompagne pas, donc c'est pour ça aussi qu'on insiste sur l'aspect solidarité ou social pour les transitions qu'on doit faire, parce que sinon on a des gros écarts et c'est compliqué. Voilà.